Je vais donc y aller à mon tour de mon analyse sur la tentative de meurtre qui a été commise sur le candidat du Parti républicain et ex-président des États-Unis, Donald John Trump. Comme vous le savez, le 13 juillet 2024, le milliardaire new-yorkais se trouvait dans la petite localité de Butler, c'est en Pennsylvanie, non loin de Pittsburgh, où il tenait son dernier meeting de campagne avant la convention du Parti républicain qui devait avoir lieu 3 jours après et qui devait choisir le candidat qui va affronter Joe Biden en novembre prochain. Bon, on savait déjà que ce serait lui, ce n'était qu'une formalité. Et pendant qu'il était en train de parler à ses partisans, on a entendu les trois coups de feu et on a vu du sang gicler d'un côté de son visage. Quand il se relève, on constate que c'est l'oreille qui a été touchée. Depuis que c'est arrivé, tout le monde fait des spéculations, des lectures diverses, donc il n'y a pas de raison à ce que je ne fasse pas la mienne. Je vais essayer, comme à mon habitude, de me baser sur les faits et la cohérence des événements et partir sur un avis qui ressort de cette lecture-là. Donc ce n'est pas un caprice ou parce que je n'aime pas ou que j'aime certaines personnes, je vais me braquer derrière une opinion. On va rester sur la scientificité des événements. Alors, présentons d'abord le contexte. L'Amérique actuellement est une société totalement divisée, totalement fracturée, totalement fragmentée. Il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup de discours, de paroles dures, qui fait que la plus grande démocratie du monde est aujourd'hui la plus grande poudrière du monde. Donc voilà, c'est d'abord un pays qui a eu l'habitude d'assassiner ses présidents. Le tout premier président en 1965 à se faire assassiner, en 1865, c'est Abraham Lincoln, qui se fait donc assassiner dans un théâtre le 15 avril 1865, après y avoir mis sur pied l'abolition de l'esclavage le 1er janvier 63. Donc, il est du Parti républicain, donc on va constater que la plupart des présidents qui sont fait assassiner sont du Parti républicain. Il y en a eu 4 en tout, et 3 sont du Parti républicain. Ça ne veut rien dire en soi, mais c'est une lecture, simplement, on est sur la phase de lecture des faits. Donc, par la suite, on a en 1881 Monsieur James Garfield, qui s'est assassiné par Mr. Guiteau, qui avait des problèmes personnels parce qu'il lorgnait sur un poste précis qu'il n'a pas obtenu et donc il viendra tirer par vengeance sur Monsieur Garfield. Dans la foulée, enfin presque un siècle plus tard, enfin qu'est-ce que je raconte, près de 2 décennies plus tard, en 1901, donc exactement 20 ans plus tard, Monsieur William McKinley, lui aussi du Parti républicain, se fait assassiner par Léon Czolgosz, un anarchiste qui estimait que, bon, il n'est pas question que les uns bénéficient de certaines conditions de vie et d'autres non. Et l'assassinat le plus célèbre, si vous voulez, en tout cas celui qui a été, enfin l'assassinat le plus récent d'un président américain, à l'époque où il y a déjà les caméras, la télévision, voilà la diffusion mondiale, c'est l'assassinat de 1963 contre le président John Fitzgerald Kennedy, qui était élu il y a à peine depuis 2 ans, depuis 2 ans et demi, presque, enfin depuis 3 ans à peu près, oui, depuis janvier 1960. Donc, John Kennedy se fait assassiner et Lee Harvey Oswald est l'auteur du crime. Donc, évidemment, comme aujourd'hui les spéculations vont bon train, c'est le premier président démocrate donc qui se fait assassiner dans la lignée de 3 présidents républicains. Dans la foulée, 3 ans plus tard, vous avez le frère, celui qu'on surnomme Bobby Kennedy, Robert Kennedy, qui voilà est en course pour dans la primaire démocrate pour les élections à venir. Il se fait assassiner en 1968, juste après, le jour même où il remporte la primaire en Californie, qui est l'état le plus, qui est l'état le plus, l'état peut-être le plus pertinent en matière de grands électeurs aux États-Unis parce que il possède 55 grands électeurs. Parce que vous connaissez le système électoral américain, on parle de grands électeurs. Donc, Monsieur
Robert Kennedy ne deviendra donc jamais président. Bon, après, il y a des tentatives d'assassinat ratées. Il y a des tentatives d'assassinat sur Gerald Ford, par exemple, qui va échapper à 2 tentatives d'assassinat. Il y a la tentative d'assassinat sur Ronald Reagan. Euh, voilà. Et maintenant, nous nous retrouvons avec Donald Trump qui, pendant son meeting, reçoit donc une balle voilà, qui effleure le crâne et touche l'oreille. Qu'est-ce qu'il faut conclure dedans après cette première lecture? Il faut passer à une seconde lecture, qui est la lecture maintenant du discours. Du discours aux États-Unis, c'est un discours, enfin du discours politique des différents partis ou des différentes partis, parce que ce sont vraiment des partis au féminin, c'est une société divisée en deux. Ils ne sont d'accord sur rien, les démocrates et les républicains. Il y a ce qu'on appelle l'arrêt Roe versus Wade, qui date de 1973, dans lequel on consacre le droit à l'avortement et qui est totalement désapprouvé par les républicains. Les républicains aux États-Unis, c'est l'aile conservatrice qui protège la vie. Ils appellent ça là-bas le pro-life. Maintenant, il y a les démocrates qui considèrent que non, c'est les droits de l'homme de donner à la femme la possibilité de disposer de son corps. Et donc, voilà. Cet arrêt Roe versus Wade ne fonctionne pas. Il faut, voilà, il faut, il faut y mettre un terme. Donc voilà. Dans la foulée, alors qu'est-ce que je viens de dire? Non, l'arrêt Roe versus Wade justement autorise l'avortement. Et les démocrates estiment que c'est une très bonne chose et les républicains estiment que non, ce n'est pas pertinent parce qu'ils sont conservateurs, ils sont voilà pro-life comme je disais. Et les démocrates, ils se disent bon non, cet arrêt là qui consacrait le droit à l'avortement est une très bonne chose dont il faut l'entretenir. Et ils sont pro-choice, c'est les deux camps finalement qui s'affrontent. Donc, l'arrêt a été cassé en 2022. Vous savez que en 2022, malgré l'élection de Joe Biden, les républicains étaient majoritaires au Parlement américain, le fameux Congrès, qui a 435 représentants, comme on les appelle, 100 sénateurs, dont même si les républicains sont majoritaires au Sénat, ils ne sont que, voilà, ils ne seront que majoritaires sur 100 personnes. Par contre, 435, si vous êtes majoritaire là-bas, bon, si vous avez, je sais pas, 300 ou 250 députés ou représentants, comme on les nomme de ce côté-là, évidemment, vous êtes en avance. Et l'arrêt a donc été cassé par les républicains en 2022, ce qui fait que aujourd'hui c'est chaque État qui a la liberté de choisir ses représentants. Joe Biden essaye de revenir à l'arrêt, mais évidemment, n'étant pas majoritaire au Parlement, c'est compliqué. Donald Trump, lui, se félicite justement qu'un arrêt comme ça ne soit pas, enfin, soit annulé ou soit invalidé. Parce que on ne doit pas encourager l'extinction humaine, plus ou moins. Donc, c'est un sujet sur lequel il s'oppose, l'un des sujets sur lesquels il s'oppose. Il s'oppose sur la législation sur le port d'armes. Joe Biden qui souhaite légiférer dessus et réduire, corser un peu les mesures d'accès à l'armement. Alors que du côté de Donald Trump, par contre, c'est, voilà. C'est une possibilité de se protéger, il faut être armé. C'est une doctrine curieuse où, plutôt que de se dire que moins on est armé, plus il y a de la sécurité, on estime du côté républicain que non, il faut pas être désarmé, il faut pas être démuni. C'est quand vous avez une arme que vous pouvez vous protéger. Évidemment, il y a le lobby de l'armement derrière qui fait que il continue de faire affaire. C'est une affaire de gros sous, d'énormément d'emplois. Et les républicains, en tout cas Donald Trump, est un fervent défenseur justement du contexte actuel sur l'armement, malgré les dégâts que ça cause. Donc on est d'accord sur rien aux États-Unis. Maintenant, sur le plan frontal, Joe Biden, Donald Trump, vous avez les guéguerres, enfin, entre les deux locataires et anciens locataires de la Maison Blanche quand Donald Trump était en campagne en 2019 pour être réélu. Il a engagé il a ouvert une sorte de dossier auprès du président ukrainien Volodymyr Zelensky, chez qui le fils de Joe Biden a quelques affaires, et où il demandait justement à Zelensky de l'aider à ouvrir un peu les dossiers noirs, les tiroirs obscurs des affaires de Hunter Biden, le fils de Joe,
du côté de l'Ukraine pour permettre justement de décrédibiliser Joe Biden et de le rendre non pertinent pour les élections de 2020. C'est ce qui a entraîné la première procédure de destitution de Donald Trump, justement lancée dans la foulée en 2020 par la chef des représentants. Elle ne l'est plus, l'ancienne chef de la Chambre des représentants, qui équivaut dans des pays comme la France ou le Cameroun au président de l'Assemblée nationale, dont la chef des représentants, Nancy Pelosi, qui est du Parti démocrate, justement, qui avait lancé une procédure de destitution, ce qu'ils appellent là-bas l'impeachment. L'impeachment n'a pas fonctionné et Trump a été plus ou moins, il est sorti indemne de l'affaire, mais voilà. Ça augure un peu déjà de la catastrophe. On a eu dans la foulée, lorsque Trump remportait les élections, l'assaut sur le Capitole le 6 janvier 2021. Donald Trump, dans la foulée de tous ses grands discours, il demande à ses partisans de protéger le pays, de militer pour que l'Amérique reste debout et qu'on ne laisse pas les gens de l'État profond, ce qu'il appelle le Deep State, prendre le pouvoir, prendre le contrôle du pays. Voilà, donc c'est cette vision qu'il défend et il a donc chauffé aussi ses partisans à blanc qui, dans la foulée, se sont rendus dans le Capitole alors que le Congrès est en train de siéger, le 117e Congrès est en train de siéger avec Nancy Pelosi à l'intérieur et Mike Pence qui est le vice-président qui est le vice-président de Donald Trump, mais qui est en même temps le chef, justement, entre autres, du Sénat selon la loi américaine, et qui doit donc être présent lors de la consolidation du statut du nouveau président, enfin, lors de la consécration de l'entrée en fonction du nouveau président. Donc, lors du 117e congrès, les partisans de Donald Trump entrent dans le Capitole, saccagent les lieux, dans la foulée, il y a beaucoup de dégâts, il y a des gens qui perdent la vie, des blessés, voilà. Donc, et ça conduit à l'ouverture d'une seconde procédure de destitution de Donald Trump. Voilà, le second impeachment, qui évidemment ne va pas porter des fruits non plus, mais qui va laisser de graves blessures de part et d'autre. On va présenter Donald Trump comme quelqu'un de violent, comme quelqu'un de, voilà, quelqu'un qui veut détruire l'Amérique, un raciste, un voilà, quelqu'un qui est fermé sur lui-même, qui ne prône pas l'ouverture, qui a un discours belliqueux et qui veut détruire les institutions de la République, quelqu'un contre qui le vice-président lui-même s'est ligué, pendant que de l'autre côté, les gens, les partisans de Donald Trump, surtout ceux qui sont on frôle même le registre de la secte parce qu'il y en a des radicaux, des gens qui sont endoctrinés, qui s'endoctrinent eux-mêmes d'ailleurs. Il y a des petits groupuscules qui ont été créés comme le fameux QAnon, qui a été créé en 2017, pas après l'élection de Trump, sur des plateformes en ligne, et qui défend l'idée selon laquelle, voilà, il y a une sorte d'État profond, une sorte de gens tapis dans l'ombre qui gouvernent les États-Unis, et qui prônent, qui pratiquent dans leur cercle fermé, et qui le prônent plus ou moins sur la société américaine, qui pratiquent de la pédophilie, du cannibalisme, du sectarisme, qui sont financés, là-dedans vous trouvez, selon cette organisation, QAnon, vous trouvez des gens comme Barack Obama, des gens comme George Soros, des gens, voilà, qui font donc partie de cet état profond-là et qui, voilà, tiennent l'Amérique, voilà, par les cojones. Personnellement, bon, je ne suis pas encore sur la phase où je donne mon avis, mais personnellement, on ne dira pas que il n'y a pas des gens, des financiers, des gens, des visionnaires, des stratèges, des conseillers, un peu comme Henry Kissinger à l'époque, qui contrôlent un peu qui font tourner la boutique, ça c'est clair. Maintenant, avec les détails sur le cannibalisme, la pédophilie, bref, ça peut être vrai pour quelques individus, je sais pas, mais bon, on ne peut pas s'avancer dessus et dire qu'il y a vraiment un groupuscule de gens affrétés à cette tâche-là. Mais ce qui est sûr, c'est que à côté des dirigeants officiels, il y a des dirigeants officieux qui tiennent les cordons de la bourse. Maintenant, sous la forme dont QAnon le présente, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, QAnon et beaucoup de sectes à côté prônent l'idée selon laquelle Donald Trump en fait a gagné dans les élections et que ces gens-là sont en train d'essayer de capturer la victoire, de voler la victoire de Donald Trump, de s'approprier les États-Unis d'Amérique et de détruire. Bref, on a donc deux camps où chacun des deux est persuadé que c'est l'autre camp qui détruit.
Voilà un peu le contexte. Et donc, lorsque Monsieur Donald Trump enfin, lorsque la procédure d'impeachment est lancée, ça ne contribue pas à améliorer le climat. Ah, pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. Au contraire, ça radicalise les opinions. Vous avez donc des gens, un membre de cette secte QAnon, il y en a beaucoup, hein, je cite celle-là parce qu'elle est l'une des plus en vue, des plus en vogue, qui sort, Monsieur D-Pape, qui se rend au domicile de Nancy Pelosi à San Francisco, en Californie, le 28 octobre 2022, et qui tente de l'assassiner, sauf qu'elle n'est pas là. Il tombe sur Paul Pelosi, le mari de Nancy, qu'il agresse donc au marteau, mais ce dernier eut le temps d'appeler la police, et la police débarque sur les lieux et arrête Mr. D-Pape. Donc, voilà, ça fracture encore plus la chose. Nancy Pelosi en sort marquée, ce qui ne va pas empêcher les républicains, évidemment, de gagner en 2022. Et Nancy Pelosi, bon, ne peut plus être chef de la Chambre des représentants vu qu'elle est minoritaire dedans. Et dans la foulée, elle renonce aussi à être chef du groupe parlementaire des républicains à l'Assemblée nationale, donc à la Chambre des représentants, à l'intérieur du Capitole, à Washington. Donc voilà, il ne l'a pas trouvé à la maison, donc il s'en est pris à son époux qui a été grièvement blessé, qui s'en est sorti de justesse. Et la société américaine, voilà, ne se retrouve pas grandie de cela. Donc ça, c'est les multiples offres qu'on peut mettre au crédit de Trump qui, par un discours assez costaud, assez compliqué à envenimer un peu, voilà, n'a pas vraiment contribué à alléger la situation. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué que ça aux États-Unis. Ce ne sont pas les gentils démocrates contre les méchants républicains. Déjà à l'époque, lors de la création des deux partis, issus de la scission des partis primordiaux, le parti favorable à l'esclavage et à l'extrémisme, c'était le parti démocrate. Les rôles se sont juste inversés entre-temps parce que tout est possible. C'est le pays de l'impossible, les États-Unis. Le successeur, par exemple, d'Abraham Lincoln, Andrew Johnson, lui, il était du parti démocrate, celui qui prend le pouvoir à la mort d'Abraham Lincoln. Et alors qu'Abraham Lincoln avait mis sur pied les mesures abolissant l'esclavage, Andrew Johnson, lui, en intégrant dans son idée d'intégrer les États du Sud, qui avaient perdu la guerre de sécession, dont les États confédérés n'avaient pas trop à cœur de rendre aux esclaves leur liberté, de leur accorder les mêmes droits. C'est d'ailleurs pour ça que les luttes pour les droits civiques aux États-Unis vont courir plusieurs années après, jusque dans les années, voilà. 65 voilà, dans les années 60 avec l'élargissement des droits sous Lyndon B. Johnson, notamment après l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy dont je parlais tout à l'heure. Dont la société américaine, elle est profondément divisée, c'est compliqué. Ça fait que les démocrates ont leur tort de leur côté, les républicains ont leur tort. En fait, on s'insulte de part et d'autre, ce n'est pas facile. Vous avez vu dans le discours maintenant, le débat du 27 juin entre Donald Trump et Joe Biden, c'était un débat compliqué. Un débat où on s'est beaucoup insulté, où Donald Trump dit à Joe Biden qu'il est le pire président des États-Unis d'Amérique. Joe Biden dit à Donald Trump, tu es le pire président des États-Unis d'Amérique. Et Donald Trump dit aux journalistes que bon, il le dit, mais moi je l'ai dit avant lui. En fait, une guerre de maternelle, littéralement. Il a traité Donald Trump de pleurnichard qui refuse de reconnaître sa défaite. Donald Trump le traite de blaireau et de perdant. You're a sucker and a loser. C'est ce qu'il lui dit. Bref, des choses comme ça. Donc, on s'est insulté copieusement. On sait vraiment, Monsieur Trump qui dit que Joe Biden est un, enfin, que c'est un, lui aussi il se plaint que c'est un Palestinien. Il fait comme les Palestiniens, mais c'est un Palestinien faible. Trump qui dit à Trump, enfin, Joe Biden qui dit à Trump que voilà, tu es un petit personnage, un misérable, bref, c'est allé en dessous de la ceinture. Il dit à Trump que tu as eu des relations sexuelles avec une actrice porno pendant que ta femme était enceinte, bref, c'est vraiment allé, c'était du grand n'importe quoi. Donc, de part et d'autre, le discours est pourri, les deux camps se renvoient l'ascenseur de la bêtise et l'Amérique ne s'en sort pas grandi. Dans la foulée, vous avez donc la problématique de l'armement aussi. 335 millions d'habitants à peu près aux États-Unis, 390 millions d'armes en circulation. Voilà, vous avez dans un pays où il y a des fusillades, voilà, vous savez, ça meurt entre 3 et 500 personnes qui vont mourir chaque année. Ça ne fait qu'augmenter par justement cette histoire d'armes qu'il faut, voilà, donner l'accès à tout le monde d'avoir le droit à l'armement. Donc ça n'améliore pas la situation. Ça fait que pour un oui ou pour un non,
un déréglé mental entre dans une école, canarde tout le monde, une petite bagarre, on te tire dessus, le policier qui tire sur les noirs, ou même d'autres blancs, des petites bagarres dans le quartier, les noirs qui se font la guerre, les minorités contre la majorité, les majorités contre la minorité. En fait, quand vous ajoutez une poudrière comme ça, où le discours est déjà pourri, l'accès facile aux armements, mais vous vous attendez, il y a quoi? Ça nous donne donc l'Amérique d'aujourd'hui. Donc, nous arrivons donc au contexte précis de l'assassinat raté de Donald Trump. Qu'est-ce que nous voyons ces dernières semaines? Nous voyons deux candidats qui se positionnent où l'un part largement favori. On a déjà eu la leçon dans les années passées lors du duel Trump-Hillary Clinton qu'on a déjà eu la confirmation que en Amérique tout est faisable, tout est possible, rien n'est impensable, surtout avec leur système de grands électeurs. Alors qu'on pensait que Trump n'avait aucune chance de gagner et en 2017, il a finalement remporté la surprise générale face à Hillary Clinton, alors qu'elle avait plus de personnes qui avaient voté pour elle. Mais on ne peut pas non plus dire qu'il a été mal élu puisque c'est le système électoral des États-Unis. C'est-à-dire, s'il y a 10 millions de personnes qui vivent, je sais pas, dans l'Illinois ou dans le Delaware, évidemment, je caricature bien sûr quand je dis s'il y a 10 millions qui vivent dans le Delaware, c'est pas la population du Delaware. Mais prenons un exemple, il y a 10 millions qui vivent là-bas, il y a seulement 5 millions en Californie. Tout à l'heure, je vous ai dit la Californie est l'État qui a le plus grand nombre de grands électeurs. Ils sont au nombre de 55. Donc si vous gagnez 10 millions par exemple de votes dans le Delaware et que là-bas il n'y a que deux grands électeurs, bah celui qui a gagné la Californie, qui n'a que 5 millions d'habitants, mais a raflé les 55 grands électeurs, donc voilà, il emporte. C'est clair que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire, je caricaturais juste l'idée selon laquelle l'addition d'États remportés peut avoir une population supérieure à l'addition d'États à la population dans l'addition d'États remportés par un autre candidat, mais les États que nous on a remportés ont moins de grands électeurs et ça fait que l'autre candidat qui a été voté par moins de personnes, mais dans des États où il y a plus de grands électeurs, lui, il l'emporte. C'est dans ce contexte-là que Trump a gagné, donc il a été élu, on peut pas dire il a été mal élu. Donc, et là, aujourd'hui, on est dans un contexte, comme je disais, où Donald Trump est donné à nouveau, voilà, déjà que c'était compliqué à l'époque, mais il a quand même gagné. Là, c'est encore plus facile parce qu'il est donné premier dans les sondages, il est donné gagnant par les sondages. Il y a d'ailleurs un sondage qui est sorti dans la foulée du débat du 27 juin. C'était avant le fameux débat du 27 juin qui le donnait premier, il y avait que 47,5%, pendant que Monsieur Joe Biden venait derrière avec 44,1%. Il y a donc un écart de 3, ouais, à peu près. Enfin, il y a un écart de 3,4% entre les deux. Donc, oui, ça fait que Trump était déjà donné gagnant dans la foulée. Et maintenant, quand on voit les affrontements entre les deux, notamment le fameux débat auquel je fais allusion, on se rend compte que Joe Biden n'y arrive plus, il n'y arrive plus. C'est un président fatigué, c'est un président fini, ce qui nous permet de faire un clin d'œil à un certain Paul Biya au Cameroun. Il a 81 ans, monsieur Joe Biden, alors à 81 ans, ça devient compliqué. Vous ne pouvez pas diriger la plus grande puissance économique, politique et militaire mondiale à 81 ans si vous ne confirmez pas, si vous n'apportez pas la preuve que cognitivement et physiquement ça va, mais surtout cognitivement. Et c'est là où le bas blesse pour Donald Trump. Il se trompe tout le temps, il a du mal à lire ses prompteurs, il ne finit pas ses phrases, il bafouille, c'est-à-dire c'est pénible, même pour ses proches c'est pénible, tant et si bien qu'actuellement dans le camp démocrate on est en train de se demander est-ce que ce ne serait pas pertinent de confier justement la présidence, en tout cas la candidature à la présidence à quelqu'un d'autre, je sais pas, Kamala Harris par exemple, ou un autre leader du Parti démocrate, s'il y en a. Donc voilà, Joe Biden a confondu François Mitterrand, enfin Emmanuel Macron à François Mitterrand. Joe Biden a expliqué qu'il a rencontré Helmut Kohl
lors d'un sommet du G7 en 2021. Le problème, c'est que Helmut Kohl est mort 4 ans plus tôt. Helmut Kohl, l'ancien chancelier allemand, est mort en 2017. C'est compliqué de rencontrer quelqu'un qui est mort 4 ans après la date où on prétend l'avoir rencontré. Joe Biden a confondu le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi avec le président du Mexique. Joe Biden a affirmé que sa vice-présidente, c'était Donald Trump. Oui, 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 il a dit ça. Sa vice-présidente, c'est Donald Trump. Donc, en fait, il se perd comme ça dans ses pensées. Il sait pas ce qu'il dit. Voilà, il délire totalement, sans compter les fois où il est en train de lire son prompteur. Après, il lit l'instruction en bas, say it again, ou bien repeat the line, alors que c'est plutôt la consigne et ça ne fait plus partie du discours qu'il dit répéter la ligne. Bah, donc voilà, ce genre de choses, c'est compliqué, c'est pénible. Il a beaucoup de pertes de mémoire comme ça. Il a dit même que, enfin, il a présenté lors du sommet de l'OTAN qui s'est déroulé le 13 juillet là, il a présenté Volodymyr Zelensky comme étant Vladimir Poutine, parlant de la guerre à Gaza, il a parlé de la guerre en Irak. Donc ça ne va pas, ça ne va pas. Il n'est plus apte à diriger les États-Unis. Et donc, ça a fait beaucoup de mal au Parti républicain, énormément de mal au Parti républicain. Ça les a fait perdre, ça leur a fait perdre des points. Parce que même un républicain maintenant allait jeter le bulletin dans l'urne et il se dit, mais attendez, je vais voter pour qui là, sérieusement? Je sais bien que je n'aime pas Donald Trump, mais je vais pas voter quand même pour une carcasse ambulante, non. Donald Trump, il doit aller se reposer, laisser ses petits-enfants prendre soin de lui, mais il peut pas diriger un pays comme les États-Unis. Donc ça a énormément fait perdre du terrain aux démocrates. Tous ces exemples que je viens de vous citer sont tout à fait, se sont passés, se sont déroulés comme ils se sont déroulés, comme je vous les présente, et ce ne sont que quelques-uns, c'est-à-dire ce ne sont mais vraiment que quelques-uns. Si on présente M. Emmanuel Macron ou M. François Mitterrand comme étant chancelier d'Allemagne, vous voyez que c'est pas évident. Et si on dit que le chancelier d'Allemagne lui-même, on l'a rencontré 4 ans après sa mort, ça ne va pas. Il y a un rapport qui a été signé, un rapport de 388 pages par un juge, M. Robert Hoover, qui est sorti en début d'année, en février 2024, et qui dit justement que Donald Trump n'est plus apte à être jugé parce que il souffre de perte de mémoire cognitivement. Ça ne va plus. Biden a tenté toutes sortes d'acrobaties pour dire que le rapport ne disait pas la vérité, mais ces pertes de mémoire qui ont suivi n'ont fait que prouver ce que disait déjà le rapport. Donc, c'est la situation actuelle et qui fait que ça a permis à Trump de prendre de l'avance. Ce qui fait donc que quand on a un assassinat, et l'on arrive dans le nœud de l'histoire, quand on a donc un assassinat raté comme celui du 13 juillet, on se dit, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir nous enseigner? Voilà, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Qu'est-ce qu'il y a à retenir dedans? Que nous dit le contexte actuel? Qui peut vouloir assassiner Donald Trump et qui peut avoir à y gagner dessus. Et là, la première lecture, je reste vraiment sur la première lecture, c'est que Biden, sur le plan de la politique, sur le plan du débat, il n'a aucune chance de gagner face à Donald Trump. C'est fini. Donald Trump a beau être un menteur, un manipulateur, mais lui, il a toute sa tête. Il fait le faux, mais il sait qu'il fait le faux, c'est une stratégie politique. Or, Joe Biden devient véritablement fou. Il ne sait pas ce qu'il dit, il délire, il perd la tête. Et tu ne peux pas gagner quand tu perds la tête. Tu vas te faire ridiculiser, mais totalement par ton adversaire. Donc, c'est la situation donc que nous avons maintenant qui fait que euh, c'est couru d'avance. Si Donald Trump est victime d'une tentative d'assassinat, est-ce qu'il ne faut pas penser que c'est l'acte, même si c'est un acte isolé, je ne dis pas que Joe Biden a organisé l'assassinat de Donald Trump, non, je ne le pense pas, mais je dis l'auteur ou les auteurs de l'assassinat de Donald Trump, ce sont des gens qui veulent favoriser, qui ont voulu favoriser le camp démocrate, parce que pour moi c'est tout à fait logique. Imaginez que Trump avait voulu mettre en scène son propre assassinat ou sa propre tentative d'assassinat pour gagner encore en popularité. On peut demander, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Est-ce que c'était vraiment à quoi ça lui aurait servi? Tu es déjà devant dans les sondages, tu as un adversaire qui est en train de se ridiculiser, de se ratatiner tout seul. Pourquoi tu vas risquer ta vie et demander à quelqu'un de frôler
ton organe le plus cher, le cerveau, vous savez, tu peux prendre une balle, je sais pas, hein, au ventre, partout, tu peux survivre. Tu vois. Mais le cerveau, c'est compliqué. On survit certes des balles à la tête, mais si je dois choisir entre une balle dans l'abdomen et une balle au cerveau, je crois que je vais choisir le ventre quand même. Bon, je préfère ne pas prendre de balle, évidemment. Mais une balle dans la tête fait... bonne chance à vous si vous espérez survivre. Le cerveau de John Kennedy était répandu dans sa limousine sur les routes de Dallas après que Lee Harvey Oswald ait dégainé enfin, ait vidé son chargeur sur lui, de même que la cervelle de la moelle épinière de Martin Luther King en 69. Donc, en 68. Donc, nous avons cette problématique là qu'il n'y a pas de crédibilité, il n'y a pas de cohérence dedans, de se dire que c'est une mise en scène. Il est déjà devant dans les sondages. Comment on risque sa vie? Qu'est-ce qu'il chercherait à obtenir? Il est déjà devant. Il va être, moi, je suis persuadé, avant même la tentative d'assassinat, que Trump va remporter les élections parce qu'il a remporté face à Hillary Clinton alors qu'il était mal parti, parce qu'il a encore des partisans qui sont actuellement minimum la moitié de la population américaine. C'est vraiment un pays divisé en deux. Et parce que Joe Biden voilà, il se désintègre tout seul en mondovision, c'est humiliant même, on a de la peine pour lui. Donc pourquoi Trump ferait quelque chose comme ça? Ce n'est pas cohérent. Ce qui est cohérent, ce qui est crédible, c'est de se dire l'attentat est commis justement pour éliminer Donald Trump, et sachant que bon, le candidat républicain qui va sortir de là n'a pas la même personnalité, n'a pas le même, aura du mal à se fabriquer là en quelques mois et à se présenter comme, ce ne sera pas un chauffeur de salle comme Donald Trump le fait, et il aura du mal à défendre le bilan de Donald Trump. La grande force de Trump, c'est que lui, il assume son bilan. Le mur à la frontière avec le Mexique, les restrictions de visa aux pays musulmans, même la tentative d'assassinat sur Nancy Pelosi, lui, ça l'amusait même. Bon, lui, sa stratégie, en fait, c'est d'assumer, c'est de dire, pff, je m'en fous, c'est, de toute façon, vous mentez, l'Amérique, c'est moi, Make America Great Again, et ce genre de choses. Donc, il a une approche assez fantasque, assez espiègle, assez, je m'en fous, assez je m'en foutiste, qui fait que il devient inattaquable. Mais fabriquer un autre candidat républicain maintenant dans le faible intervalle, c'est compliqué. On voit déjà comment les démocrates, ils ont du mal à le faire. Ça fait donc que Donald Trump est forcément... Ceux qui ont voulu assassiner Donald Trump sont des gens qui voulaient favoriser le Parti démocrate. Pour moi, c'est clair, c'est clair comme du cristal. Et aujourd'hui, on présente le jeune garçon de 20 ans, Mr. Matthew, comme un membre du Parti républicain. Il avait la carte du Parti républicain. Peut-être, mais n'oubliez pas qu'avant d'avoir la carte du Parti républicain à 17 ans, il avait fait des dons pour une structure qui finançait le Parti démocrate. La carte, ce n'est rien. La carte, ce n'est qu'une carte. Pour avoir une carte et voter pour quelqu'un d'autre, pour être encarté et faire autre chose au moment du vote. Par contre, une action réelle en faveur d'un parti, ça compte plus que d'avoir une carte. On peut avoir une carte et idéologiquement être acquis à une autre cause. Mais juste faire semblant d'adhérer, peut-être pour brouiller les pistes. Il y a aucune la seule cohérence vient du fait que, enfin, le seul élément qui favorise le parti républicain vient du fait que, vu que l'assassinat n'a pas marché, bah oui, ce qui ne me tue pas me rend plus fort, c'est ce que Friedrich Nietzsche, le philosophe allemand, dit en 1888 dans son livre Crépuscule des idoles. Donc oui, ce qui n'a pas tué Trump l'a rendu plus fort. Qu'est-ce que vous voulez? C'est une loi physique, c'est une loi basique. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. On tente de vous assassiner. Si on y arrive, on vous a tué, comme ça s'est passé avec John Kennedy, comme ça s'est passé avec Abraham Lincoln. Mais si on ne vous a pas tué, bah, vous êtes... Imaginez qu'on n'avait pas tué Robert Kennedy, évidemment, il aurait remporté la présidentielle. Mais si on vous tue, si on a réussi à vous avoir, bon, vous êtes perdant, dont le but était de tuer Donald Trump. Moi, je ne vois pas quelqu'un prendre le risque de faire passer une balle à quelques millimètres de son cerveau pour obtenir quelque chose qu'il a déjà obtenu, alors même qu'il n'a pas risqué sa vie pour ça, à savoir, comment dire, la pole position dans les sondages. Donc, pour moi, c'est cela. Donc, l'assassin présumé, enfin, présumé, non, c'est l'assassin de Donald Trump.
enfin, celui qui a tenté d'assassiner la justice, les éléments de justice sont très sensibles. Donc, bref, celui qui a tenté d'assassiner le tireur, en tout cas, qui a tenté d'éliminer Donald Trump, bah, il l'a fait pour le bien du Parti démocrate, quoi qu'on dise. Donc, si même encore il n'avait eu que la carte du Parti républicain, mais c'est quelqu'un qui a financé le Parti démocrate, donc il voulait voir le Parti démocrate briller, et son acte en tout cas aura fait du bien au parti de Joe Biden. Même si c'est pas Joe Biden qui a commandité l'assassinat, ça peut tout aussi être des éléments tapis dans l'eau. Tout est possible. On est aux États-Unis. C'est pas aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les États-Unis, comme tous les grands pays dans le monde, comme toutes les politiques dans le monde, ou presque, organisent des assassinats ciblés, des cambriolages, des enlèvements, des tortures, bref, il y a tout dans ces pays-là. Tu ne peux pas t'asseoir et dire c'est impossible ou ce genre d'éléments. Non, tout est possible. Les États-Unis ont déjà tout fait. Tout. Ils ont déjà agressé, violé, pillé, détruit, bombardé, tué. Non, on va pas dire non, c'est pas possible. Évidemment que c'est possible, bien sûr que c'est possible. Rien n'est impossible aux États-Unis. Si on vous dit que quelqu'un a assassiné un éléphant, il a ressuscité, il faut croire, parce que aux États-Unis, on peut assassiner un éléphant et le ressusciter. Donc, mais voilà, il faut un minimum de cohérence de concordance dans les événements. Il n'y en a pas auprès du Parti républicain. Si au moins c'était un tireur isolé du Parti républicain qui avait des griefs personnels contre Trump, il l'aurait fait savoir, comme l'a fait Cholgos contre Monsieur McKinley, comme l'a fait Guito contre Monsieur Garfield. Bah voilà, donc si c'est des motivations personnelles, que bon, je suis dans le parti, mais il a fait des choses qui ne m'arrangent pas. En général, ces gens-là, ils justifient, ils expliquent. Là, si un garçon de 20 ans, bon, qui se fait éliminer dans la foulée, voilà. Euh, c'est pour moi la théorie la plus plausible. Le Secret Service est affrété à la garde du président, à la protection du président, de même que les polices locales des localités où il se rend. Je ne pense pas qu'il se soit arrangé. Il ne commande pas actuellement à ces polices-là. Il ne s'est pas arrangé pour fabriquer et laisser le tireur le faire. C'est le Parti démocrate qui dirige les États-Unis. Donc voilà, c'est eux qui peuvent organiser ce type de choses et dire que bon, vous allez laisser éventuellement un tireur faire semblant d'avoir un temps de retard, mais lui permettre de commettre son forfait. Bon, pour moi, si ce n'est pas un tireur fou qui a juste voulu assassiner Donald Trump, c'est le Parti démocrate. Donc voilà, je ne peux pas dire qui c'est exactement, s'il a été commandité par des forces obscures, mais je peux dire avec factualité absolue qui est-ce que cet assassinat avantage, et ça avantage le Parti démocrate. C'est maintenant l'assassinat manqué qui avantage le Parti républicain, parce que ce qui n'a pas tué Trump l'a rendu plus fort. Comme on dit, on a tenté de tuer Trump et on a abattu Biden. C'est maintenant fini. Sauf miracle, mais je crois pas. Trump a gagné l'élection, déjà, c'est fini. C'est-à-dire, c'est fini de chez fini. Encore heureux que l'élection n'ait pas lieu la semaine prochaine, sinon ce serait un plébiscite total. Donc, apprêtez-vous à voir Trump au pouvoir à la Maison-Blanche dans les mois à venir. Donc voilà, c'était ma lecture de la question. Vous me direz la vôtre en commentaire. Je poste cette vidéo sur YouTube. Elle sera certainement trop longue pour Facebook. N'hésitez pas à la partager, à donner aussi vos avis. Mais j'ai la faiblesse de présenter la situation, d'argumenter en fonction de l'évolution des événements et de dire pourquoi je pense ci et je pense ça. Je ne veux pas trop aller dans le fait que oui, regardez sur la caméra à 1 minute 10, il regarde dans l'air et quand la balle arrive, on dirait qu'il esquive. Non, ça c'est, on n'a pas le temps pour ce genre de choses. On fait la lecture politique des événements. Même si on vous tire dessus par accident, on peut faire dire aux images ce qu'on veut. On peut dire, oui, avant qu'on ne lui tire dessus, il était ici, il ne bougeait pas, ou il buvait son verre avec la main droite. D'habitude, il utilise la main gauche, et blablabla, blablabla. Non, ça ne nous aide pas. Ce qui nous aide, c'est que qui est-ce que l'assassinat... La question, elle est très simple. Qui est-ce que l'assassinat de Donald Trump aurait avantagé? Le Parti démocrate. Et est-ce qu'on peut décider de rater? Est-ce qu'on peut décider d'organiser une mise en scène en frôlant l'oreille, en frôlant le cerveau, le crâne? Non, on ne peut pas. Même les fous regardent à gauche et à droite avant de traverser.
Personne n'est assez fou pour vouloir mourir, pour risquer sa vie à ce point-là. À part des gens qui veulent de toute manière se suicider, mais c'est des gens qui n'attendent plus rien de la vie. Trump veut être président des États-Unis. Il n'a aucune envie de se suicider, aucune. Donc voilà. Et comme vous voyez, l'assassinat a lieu à la veille de, enfin, juste avant, juste quelques temps après le débat du 27 juin, quelques jours avant la convention où il doit être élu candidat. Donc il faut se dépêcher parce que voilà, il faut empêcher, il faut semer la zizanie au sein du Parti républicain et empêcher les choses de se mettre en place. Donc pour moi, c'est un assassinat qui arrange le Parti démocrate. S'il a donc été commandité par des gros poissons dans l'ombre, ces gros poissons appartiennent au Parti démocrate, au fameux Deep State. Ce ne sont peut-être pas des cannibales, des pédophiles, des satanistes, comme le dit QAnon et toutes les sectes du même acabit, mais c'est quand même des gens qui, pour le Parti démocrate, sont prêts à mener ce type de besoin. Il y en a également au Parti républicain, ça c'est clair. Bon, de toute façon, on a vu l'assaut sur le Capitole, les fameuses sectes auxquelles j'ai fait allusion. Bref, dans les partisans de Donald Trump, il y a énormément de faux, ça c'est clair. Donc il y en a des deux côtés, mais en l'occurrence, ceux qui ont voulu faire ça, si c'est des forces de grosses puissances, des forces puissantes tapis dans les coulisses et qui envoient des jeunes exécuter la sale besogne, ces forces-là émanent du Parti démocrate et rien que je persiste dessus, mais totalement, je mets tous les éléments pour moi m'amènent à le dire dans ce sens-là. Parce que même quand on vous dit que c'est un membre du Parti républicain, bah, vous découvrez quand même qu'il a financé le Parti démocrate. Donc non, en Amérique, il y a ce qu'on appelle les swing states, les États clés où le vote peut partir dans un sens comme dans l'autre, donc où rien n'est jamais sûr. Donc qu'est-ce que vous voulez? C'est possible, la Pennsylvanie en est plus ou moins un. Vous pouvez voter démocrate cette année, 4 ans plus tard voter républicain, ou même lors des élections de mi-mandat, ce qu'ils appellent les midterms. Lors des midterms, vous pouvez vous rendre compte que ben, ici on a voté plutôt pour le Parti démocrate. Là-bas, on a voté pour, enfin, l'année d'après, on a voté, 2 ans plus tard, on a voté pour les républicains, et ainsi de suite. Donc, ça peut basculer des deux côtés. C'est donc quelqu'un qui a servi 2 maîtres et qui peut très bien, cette fois-ci, bah, être retourné dans l'escarcelle qu'il a servi en premier. Ça donne une cohérence plus acceptable aux événements que de se dire c'est une mise en scène de Donald Trump. Donc voilà, j'espère que vous avez pu écouter cette vidéo qui est plutôt longue. Voilà, avant de vous quitter, je vous recommande d'acheter mon livre, Le village d'Ini. Il est très intéressant, c'est un livre d'aventure, un livre de suspense et de rebondissement. Le village d'Ining, allez le voir sur Amazon, allez regarder le résumé. C'est vraiment pour l'éducation familiale, pour passer du bon temps, que ce soit avec son partenaire, sa partenaire, un moment de lecture, que ce soit avec ses enfants, avec son parent, bref, une bonne lecture très académique, très agréable, très surprenante. Et voilà, Le village d'Ining disponible sur Amazon. Donc voilà, vraiment, faites-moi plaisir et achetez ce livre. J'ai aussi un deuxième livre, Tu dois t'impliquer, qui parle de la politique, notamment dans mon pays, le Cameroun. Vous le trouvez également sur Amazon. Ce livre-ci, Le village d'Ining, est disponible au Cameroun, à Yaoundé, aux éditions Éclosion. Vous les trouvez sur Facebook en tapant Éclosion. C'est une maison d'édition voilà, basée au quartier Hippodrome à Yaoundé. Bon, pour ceux qui désirent un exemplaire dédicacé, s'ils veulent une signature de l'auteur que je suis, vous pouvez m'écrire ici sur YouTube ou m'écrire sur Facebook, Wilfried et Kanga, ou m'envoyer un message via mon adresse mail, je vous la donne, Wilfried, barre de 8, Claude, @yahoo.fr. Comme c'est une vidéo qu'on peut regarder à nouveau, on n'avait qu'à rentrer en arrière. C'est Wilfried barre de 8. Wilfried s'écrit W, bref, comme sur la page YouTube que vous voyez. Wilfried WILFRIED, la barre d'en dessous, claude@yahoo.fr. Vous m'écrivez là et on pourra voir comment on vous achemine un exemplaire dédicacé. Donc voilà, ça me ferait vraiment plaisir que vous achetez mes œuvres de l'esprit et que vous me laissiez également vos commentaires sur l'analyse que je viens de faire. Bon début de journée à vous et rendez-vous dans une prochaine analyse.